Donc, Smaïn Hadjab, expert international en fintech et innovation, fondateur et PDG de la société 3SP France, qui est spécialisée dans tout ce qui est mobile payment. Et banking payment aussi. Formation, il est ingénieur en informatique industrielle à Paris, master d'entrepreneuriat, grand dirigeant. Il a aussi un executive MBA à l'EDEC Business School Paris. Il est certifié gestion de projet PMI, Prince 2, Agile. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les solutions de paiement et fintech. Donc, leader et en développement des techniciens en tout ce qui est développement des solutions embarquées monétiques. Il était aussi chef de projet système de paiement intervenant à l'INCG. Il fait tout ce qui est design thinking au niveau de l'INCG et tout ce qui est entrepreneuriat et IT. Voilà. Donc, voilà, je donne la parole à notre ami. Allô? À notre ami, c'est Ismaël. Oui, vous m'entendez? Très bien. اسماعيل طاح كما يقولوا هنا عندنا في سطيف طاح الفاس في الراس طاحت عليك انت نقص شويه في الوقت وخلاص Ouais. pour essayer de rattraper un petit peu. C'est toujours comme ça parce que je vais parler des sujets qui fâchent un peu, c'est la crise. Et pourquoi vous parlez de la crise? Vous allez parler de la crise de Covid Oui, oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 19, donc s'il vous plaît, essayez d'être plus rapide. Merci. Assalamu ala ashraf al-mursalin, sayyidina nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De cette occasion, salam alaykum mubarak sa'id wa kullu am wa antum bi khair. Je salue les profs conférenciers ainsi que les ministres délégués des startups et tous les participants qui sont avec nous en ligne. Donc, sans tarder, puisque ça tombait sur moi, le décalage et le retard, alors je me mets directement en partage. Je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Partagé ou pas? Pas encore. On ne voit rien pour l'instant. Là, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ouais, tout va bien, allez-y. Ah ben, c'est parfait alors. Alors, oui, je vais essayer de prendre quelques éléments sur les clients que j'avais pendant mon parcours professionnel. Donc, j'ai eu plusieurs clients, notamment Apple, American Express. Tout ça, c'est dans le background. Et j'ai travaillé pour des grands groupes dans le paiement, notamment Ingenico Group. J'ai passé plus de 15 ans. Voilà, c'était pour le complément d'information. Ensuite, donc la durée, ça va être raccourci. C'était prévu 1h45. Je vais essayer de faire 40 minutes maximum. Si vous êtes prêts, on y va. Donc, on va parler de la crise, bien sûr, qui est liée à la crise sanitaire d'aujourd'hui, coronavirus, donc la crise Covid-19. Donc, c'est quoi? C'est un sujet nouveau. On a des impacts, donc des nouveaux besoins et de nouvelles opportunités. Je vais essayer d'introduire le mot crise. Donc, dans la culture arabe-musulmane, c'est l'azma. Et nous avons beaucoup d'éléments là-dessus. مثلا, ce qu'il avait dit Jamal al-Din al-Afghani, إن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ذاب. Ça veut dire la crise donne naissance à une vigueur et la situation de crise ne peut se soulager que si elle se fait. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Dans la culture chinoise, le mot crise, il est composé de 2 caractères, danger, opportunité. Ça dépend de quel côté on va se mettre. Et dans la culture grecque, le mot crisis signifie jugement et décision. Ça veut dire soit tout doit se décider,
d'une certaine façon. Donc, c'est le moment ou jamais d'entreprendre, de faire des projets ou réfléchir à des opportunités. Donc, en cette période de crise, la plupart des entreprises sont passées en mode de survie, ça veut dire l'art de survivre. Donc, j'avais prévu une petite vidéo, mais je vais la passer, c'est pas grave. Donc, une reprise après cette crise, donc elle va être lente, il ne faut pas se leurrer. Donc, on a dans les statistiques environ 15% des compagnies ils ont pris cette crise du côté positif. Ça veut dire les 85 autres, ils souffrent. Et beaucoup de choses vont rebondir vers un retour à la normale, mais pas comme avant. Donc, il y aura un avant et un après-crise. Ça ne sera jamais comme avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent on va tourner la page et tout ça viendra comme avant. Ça, c'est terminé, c'est fini. On peut oublier. On peut imaginer pour l'année prochaine, donc il y aura des choses qui vont se rétablir, mais beaucoup de changements, et notamment au niveau de l'économie et du business qui vont bouger. Donc nous avons en fait besoin pour mettre l'accent sur les différents facteurs. Donc on a besoin des principes stratégiques d'itération rapide. On a besoin de fixer de nouvelles priorités. Le management, il passe au mode plus directif. Là, on voit partout les cellules de crise, les nouveaux rituels, de la surcommunication, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises. Et on peut observer 3 cas de figure dans les entreprises. Que ce soit une forte baisse d'activité, il y a beaucoup de sociétés qui souffrent, donc soit fermées, soit partiellement fermées, ou une baisse d'activité. Ou bien, à l'inverse, il y a des sociétés qui n'arrivent pas à fournir, notamment les sociétés qui produisent les produits sanitaires, les masques, etc., etc. Et puis, on a d'autres qui essayent de faire des réorientations tactiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils changent de scope de business justement pour s'adapter. Donc, ce qu'il faut penser maintenant, c'est, OK, ça, c'est le vécu, c'est l'instant T. Maintenant, comment imaginer l'après-crise? Donc, l'après-crise, on va passer du mode hibernation, ce qu'on est en train de faire, par les confinements qui se font un peu partout dans le monde, et vers un rebondissement progressif qui va s'accompagner par une cohabitation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la page ne sera jamais tournée pour revenir à la normale comme avant, mais il y aura une cohabitation avec un nouveau contexte. Donc, il y aura un nouveau climat pour gérer les entreprises. Pour exemple, les exemples de cohabitation, par exemple, ici à Hong Kong, dans l'un des aéroports, le plus grand de Hong Kong, donc là, il y a un sas de désinfection, avec des reconnaissances de température, etc., etc. Donc ça, c'est les nouvelles mesures qui sont en train de se mettre en place justement pour préparer cette cohabitation. On peut observer ici à Milan, en Italie. Donc, on prévoit des bike lanes, c'est-à-dire pour les motocycles, les vélos, justement pour éviter cet espacement social qui va se passer, bien sûr, par des nouveaux moyens de transport ou bien renforcer certains moyens. Donc, si on veut s'intéresser à la stratégie de rebond, ça veut dire comment on va rebondir. Donc, on peut résumer on peut dire quelques facteurs de constat et quelques accélérateurs et tendances. Donc, pour les facteurs, donc on a un renouveau de la prospective. Donc, ça veut dire la gestion des entreprises au jour le jour, ça va se faire d'une façon un peu différente, moins de budget, lister les macro-tendances, intégrer des incertitudes, c'est-à-dire l'incertitude, il va devenir la normale, c'est la norme. Les scénarios inspirés du mode militaire, par exemple les réserves, on va utiliser trop souvent l'acronyme ou le mot-clé réserve, et on le voit d'ailleurs dans les réserves sanitaires, on fait appel à des retraités, on fait appel à des renforts, même d'autres pays en fait.
Et puis, on va revoir aussi dans les facteurs les grilles plus systématiques, c'est-à-dire vers un nouvel ordre mondial, ça au niveau géopolitique. Donc, le monde, il va basculer vers un monde apolaire, bipolaire, ça on le verra dans les prochaines semaines. Et puis, au niveau des matrices de rebond et des secteurs d'activité, il y aura plus de sensibilité vers les critères sanitaires. Et bien sûr, les scénarios de rebond, ça va être, ils vont suivre certaines formes, le U, ou L ou W. Ça, c'est tout dépend. Est-ce qu'il y aura une autre vague ou il y aura d'autres vagues? Donc, on va y avoir des périodes qui vont ressembler à ce qu'on est en train de vivre. Et le dernier cas des facteurs, donc la résilience, justement, pour juger la force stratégique interne. En plus de l'efficience, c'est-à-dire la capacité de rebond, redécouvrir certains principes de base pour gérer les actifs. Justement, on parlait tout à l'heure des finances, donc il y aura ces nouveaux standards. Conforter les facteurs d'agilité du business model, notamment les stratégies omnicanales, etc., par rapport à la supply chain, parce qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui souffrent justement par rapport à ces modèles, business models, qui n'étaient pas bien pensés auparavant, et justement, ils souffrent énormément. Consolider certains leviers culturels, comme la résilience sociale. Ici, un petit exemple qui illustre les formes de résilience. Donc, on a la résilience collective. Donc, on peut s'inspirer même des fourmis. Il y a beaucoup de choses à apprendre des fourmis. Et leur capacité d'adaptation et leur capacité de résilience. Donc, ça, c'est vraiment, comme on dit, la nature, c'est un livre ouvert. On peut s'inspirer justement pour beaucoup apprendre et surmonter cette crise. Donc, il y a la résilience collective et puis il y a la résilience solitaire, comme on peut le voir. Le chameau, donc, qui peut parcourir des longues distances en faisant de la résilience et justement, à la fin, il réussit à traverser ces distances. Au niveau des accélérateurs, donc il y a une nouvelle norme qui va passer par les certifications, que ce soit dans le bien-être social, que ce soit dans la santé, le climat, certification sanitaire. Par exemple, je prends l'exemple de certains produits. Donc, il y aura de nouveaux labels, en plus de bio et ce qu'on connaît jusqu'à présent, par exemple, que le projet a été conditionné et préparé dans des conditions secure, c'est-à-dire de sécurité, justement pour garantir le niveau d'hygiène requis par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et puis, bien sûr, ça va impliquer et impacter toute la supply chain qui va s'adapter justement à préserver le produit dans de bonnes conditions. On a aussi des exemples de systèmes qui vont s'adapter. Donc, petit à petit, comme par exemple, il y a des sociétés qui proposent déjà des solutions par exemple, de contrôle d'accès sans contact, justement pour s'adapter à ce nouveau contexte. Et puis, l'espacement. Il y a aussi la même société, elle propose des solutions d'espacement des personnes, par exemple, dans les administrations ou les espaces publics, les salles de réunion, justement pour identifier et calculer les distances prérequis par les spécialistes. Au niveau des accélérateurs aussi, donc, il y a une réinvention du business model et les chaînes de valeur. Donc, il y a des tendances à renforcer sur les propositions de valeur, sur par exemple la santé, ça c'est important, le local, revenir vers le local, ce qu'on constate aujourd'hui, la sécurité, le service. D'un autre angle aussi, l'ancrage de la digitalisation. Donc, ça va être plus jamais solliciter la digitalisation qu'auparavant pour les entreprises, que ce soit dans les plateformes collaboratives ou les e-commerce. Et puis, l'agilité pour articuler les activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
Il faut être opportuniste dans le sens de imaginer un nouveau business ou bien coordonner, renforcer l'écosystème, c'est-à-dire passer par des réseaux partenaires parce que les modèles d'auparavant ne fonctionneront plus, et notamment au niveau du revenu. Et puis, les technologies collaboratives, notamment les plateformes. Ça va passer aussi au niveau des accélérateurs par des nouvelles organisations. Ça veut dire quoi? Le télétravail qui s'ancre de plus en plus, la flexibilité des horaires, et puis le rapport de vie professionnelle, vie privée. Donc, ce qu'on a déjà vu, actuellement, les gens ils travaillent de chez eux, donc il y a un mixte maintenant, c'est-à-dire les frontières de la vie privée et la vie professionnelle, ils vont se redessiner dans le nouveau contexte. Et puis, déconcentrer pour rebondir, c'est-à-dire justement le principe de lâcher la bride, on peut plus rester au fonctionnement d'auparavant, au mode directive. Donc là, on donne plus de liberté aux employés, justement, pour nous aider l'entreprise à rebondir. Attendez, ici, j'ai un petit souci. Donc, les entreprises qui seront prêtes, justement, à franchir ce cap, ils doivent s'adapter sur plusieurs plans. Que ce soit dans l'interaction des employés, que ce soit dans l'interaction des clients, par exemple, comment organiser les réunions, comment organiser les employés dans les espaces de travail. Il y a une nouvelle tendance qui permet à certains employés de travailler une partie chez eux, une partie à l'entreprise. Quand ils viennent à l'entreprise, il faut qu'ils soient espacés d'une certaine distance des autres employés, qu'ils soient équipés, etc., etc. Donc, il y a tout ça, une liste, c'est une checklist qui va permettre à évaluer les sociétés qui seront prêtes à passer ce cap. Donc, au niveau stratégique, toujours dans le rebondissement, donc si on peut voir cette matrice ici, par exemple, sur l'axe client-marché et de l'autre axe, l'offre. Donc, on a toujours, ça c'est le cas classique, c'est-à-dire on est ici au milieu, c'est-à-dire on garde ce qu'on a aujourd'hui comme marché, comme client, avec l'offre existante. Après, dans l'autre sens, on peut faire de nouvelles offres, c'est-à-dire on switch notre offre justement pour s'adapter, tout en gardant nos clients et nos marchés, ou bien sur l'autre axe, on switch vers un mode B2B à B2C. Pour les personnes peut-être qui ne sont pas familiarisées par ces termes, B2B, ça veut dire business to business, c'est-à-dire entreprise à entreprise, et B2C, c'est entreprise à consommateur. Et puis, ici, dans le dernier cas, c'est justement ceux qui réfléchissent à de nouvelles opportunités pour sauter dans ce qu'on appelle l'espace blanc, qui va se développer de plus en plus dans les prochaines semaines à venir. Je donne quelques exemples. Si je prends par exemple la première ligne, donc si vous voyez le snow cannon, donc le canon qui permet de produire de la neige sur les stations de ski, il peut être redesigné justement pour les appareils de désinfection, etc., etc. En fait, tous les produits, ils vont être repensés, ils vont être adaptés pour soit créer de nouveaux markets ou bien créer de nouvelles offres. Maintenant, est-ce que le modèle de rebondissement va tendre vers des startups plus agiles? Oui, parce que si je prends un exemple des déclarations de certains chefs d'entreprise, ils disent « Nous avons pris beaucoup de mesures d'urgence et nous apprenons chaque jour ». C'est-à-dire, il faut de plus en plus être agile et s'adapter très rapidement en développant une nouvelle façon de travailler, en développant de nouvelles offres de services ou de produits, et puis la mise en réseau avec
L'écosystème, ça veut dire client-fournisseur ou avec les clients. Donc, quelles sont les potentialités le potentiel justement, puisqu'on a parlé de crise, donc il y a des opportunités. Quels sont les différents secteurs d'opportunités? Donc, pour moi, je vois trois. Donc, il y a la santé, le digital et l'environnement. Donc, c'est les trois secteurs qui vont fonctionner le plus. Si je prends par exemple le premier qui est la santé, donc il y a aussi la gestion des hôpitaux, les produits et des services autour de ça, les plateformes, et on l'a constaté comme vous avez suivi un peu les informations, la plateforme du ministère de la Santé, etc., qui permet d'avoir une vue globale, etc. Donc, il y a de nouvelles demandes dans ce sens. Donc, ceux qui veulent investir ou monter des startups dans ces domaines, il y aura de la demande, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. Le diagnostic à distance, que ce soit la consultation à distance ou effectuer certains services. Le secteur de la biotechnologie aussi, il est porteur. Donc, les diplômés ou ceux qui ont des projets dans la biotechnologie, donc c'est le moment de se lancer. Le digital, donc ça c'est le second secteur et ça va être, je dirais, le socle de toutes les activités. Donc, il y a le cloud. Donc déjà, au niveau mondial, donc, il y a une demande de 20% annuelle et ça va s'accroître dans les prochaines années. Donc, le digital, c'est quelque chose qui va fonctionner le plus. Donc, il y a le cloud, il y a le online learning. Donc, il y a un grand besoin ici, par exemple, en Algérie. Donc, si on peut faire un focus des tendances justement sur le contexte algérien. Donc, quand il y a eu la décision de l'école, enfin, que les enfants restent chez eux, donc il y avait une problématique justement au niveau du pouvoir, enfin les autorités locales ou nationales, de trouver des alternatives justement. Donc il y a des choses à faire dans le online learning. Le télétravail, bien sûr aussi. Donc il y a des solutions à imaginer, à mettre en place. La fintech. Donc la fintech, on peut faire un petit zoom là-dessus. Ça inclut le paiement classique via carte, les terminaux de paiement, les plateformes online, etc., etc. Et puis, il y a aussi le mobile et les wallets. Donc, ça, s'il y a quelque chose à développer et s'orienter là-dessus, bien sûr, je profite de la présence du ministre délégué. Je sais qu'on avait déjà abordé le sujet hier sur pourquoi la fintech et le e-payment n'est pas aussi développé en Algérie. Donc, il y avait des chantiers qui étaient lancés, ils sont en cours. Mais pour le moment, en fait, au niveau législation, au niveau politique, ce n'est pas encore acté. Une fois que, je dirais, ces barrières seront levées, il y aura beaucoup de choses à faire et surtout des startups qui peuvent se lancer. Et nous, on est là, en fait, justement, derrière moi, je ne sais pas si vous constatez, 3SPay. Donc, c'est une société que j'ai fondée à Paris. Justement, depuis février 2020, j'ai fait une branche en Algérie, donc elle est basée à Alger. Et justement, nous sommes en train de travailler, réfléchir sur de nouveaux projets et pour accompagner en fait cette ouverture vers le e-payment et fintech. Il y a un autre secteur aussi qui est la delivery. Donc la delivery, comme on le constate aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce que par rapport au confinement, ils veulent acheter des choses. Il n'y a que Facebook, la boucle elle n'est pas bouclée, donc on ne peut pas payer, on ne peut pas être livré, donc il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, en accompagnant le paiement avec la delivery, donc ça va régler pas mal je dirais de répondre à beaucoup de besoins, notamment dans ces périodes de crise.
Le e-commerce, bien sûr, on a on a quelques sites de e-commerce respectables, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire, justement, accompagner ça par la delivery, c'est-à-dire au niveau des livraisons, et par le paiement, et on aura l'écosystème complet qui permettra de créer beaucoup de sociétés dans ce sens. Donc, je pense que le digital, il a la part du lion en termes d'opportunités en Algérie. Il y a l'environnement aussi qu'il ne faut pas négliger parce qu'on le constate aujourd'hui. Déjà, si vous allez par exemple au mont de Megrez, il n'est pas loin, vous allez voir Stif avec une clarté que jamais auparavant on aurait pu le voir. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a moins de pollution, notamment les véhicules. Et ça, c'est un point très important. Donc, réfléchir à des nouveaux moyens de transport et justement être sollicité, je dirais, de beaucoup moins la nature et la voir autrement. Ça passe aussi par développer des produits purs bio. Et nous avons, alhamdoulilah, en Algérie, justement, ça peut être devenir un grenier pour l'Afrique et l'Europe et d'autres régions de produits purs bio. C'est à développer par rapport aux conditions climatiques qui sont réunies ici en Algérie. Il y a aussi les eaux. Claude, tout à l'heure, il avait évoqué l'eau de Futier au Japon. Il se vendait, je crois, 5 ou 6 euros la bouteille. Donc, il y a des sources d'eau pure à exploiter. Il y a des services autour de tout ça aussi. Il y a le conditionnement, pardon. Le cas des dates, par exemple, qui a été cité, qui tient compte de certains critères d'autres marchés à l'international. Il y a beaucoup de services à développer autour de ça. Et puis les déplacements, bien sûr, proposés au pouvoir public et des nouvelles solutions, notamment des bandes pour les trottinettes, les vélos, le bus éco. Là, ce qu'on voit dans le cas actuel, c'est une catastrophe. Quand les bus ils vont revenir, c'est une catastrophe au niveau pollution. Donc, tout ça, c'est à réfléchir. Et bien sûr, il y a des opportunités pour se lancer en quelque sorte pour répondre en termes de besoins et d'opportunités. Donc, maintenant, comment prendre de l'avant? Donc, ça veut dire s'adapter. Donc, moi, pour être concret et direct, donc, je propose aux porteurs de projets, ou ceux qui ont des idées, justement, de lister en quelque sorte toutes les demandes autour des nouvelles normes qui vont se dessiner ou qu'on va constater. Donc, en mettant ça sous forme de planning sur 3 mois, par exemple, en disant, voilà, je vais recenser tout ce qui va devenir la norme, que ce soit au niveau hygiène, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau économique. Je liste en vrac, après je commence à identifier les opportunités qui sont autour de ça. Comme ce que je viens de montrer, par exemple, le digital, je note delivery, est-ce qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire, la fintech, etc., etc., etc. Et je lance. Après, je valide et je teste et je vérifie. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je prends un autre secteur et identifie une autre opportunité. Et comme ça, en fait, au bout de 3 mois, par exemple, j'arriverai à identifier une vraie opportunité et à la fin, je pourrai me lancer mon entreprise ou lancer ma start-up. Donc, en termes de conseils, qu'est-ce que je peux donner justement aux porteurs de projets par rapport à ça, avant de terminer? Donc, soyez vous-même, think big et start small, c'est-à-dire on peut avoir justement plein d'idées et voir grand, mais commençons petit, validons l'idée au début avant de se lancer au plus grand, je dirais, scale, à grande échelle. Et puis, avoir toujours dans l'esprit
le pivot, c'est-à-dire je pivote. J'essaye par exemple le mois de juin jusqu'à début juillet une idée. Si je vois que j'arrive pas au niveau réglementaire, que j'arrive pas au niveau financier, que j'arrive pas pour différentes raisons, je peux pivoter vers une autre idée ou un autre projet. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer, ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve l'idée qui va ou l'opportunité qui va se réaliser. Et là, je pourrais me lancer. Et bien sûr, nous, on est là justement à travers l'INCG. Et donc, par le passage, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum. Je remercie Ali vivement qui nous a sollicités. Et j'espère que ça va se reproduire dans l'avenir. Et puis, on est là justement s'il y a des choses à faire autour d'opportunités, de projets, chacun dans son domaine. Et par le passage, je salue tous les professeurs de différents pays, différents niveaux, différents secteurs d'activité. Et voilà, si vous avez des questions, j'espère que j'ai raccourci au maximum. J'ai même, je pense, j'ai fait mieux que ce qu'il m'a demandé, Ali. Voilà. بارك الله فيك اسماعيل. Et voilà. Donc, thank you and stay safe, comme on dit. Respectez le شوف عين والمان. Voilà.